Fatma, Selma et toutes les militantes, les militants qui ont rendu possible d'échanger avec vous. Je crois que c'est fondamental parce que la bataille de l'info dont Saïd vient de parler, vous savez que c'est mon obsession, elle ne sera pas gagnée par lui et par moi. On ne va jamais passer à la télé, on va pouvoir toucher un nombre limité de gens et qui va la gagner, c'est vous. C'est-à-dire que seulement vous avez la possibilité d'aller parler aux gens qui ne sont pas dans cette salle, qui hésitent, qui sont influencés par les idées d'en face, mais qu'il faut gagner. Et pour les gagner, effectivement, je crois que votre mission est centrale, mais ça implique de parler avec les connaissances, avec la méthode, pas n'importe comment. On sait bien que c'est des discussions très difficiles. Et donc, ça implique d'étudier, se former, les livres, s'organiser. On ne peut pas faire ça tout seul, chacun dans son coin. Il faut échanger les expériences, il faut se soutenir. Et 3, oser prendre la parole. C'est-à-dire qu'eux veulent nous faire peur. Ils ont mis carrément des gens en prison, ils ont menacé, faire perdre le travail, parce qu'ils ont peur de la vérité. Ça veut dire qu'ils ont peur de nous et qu'on doit cesser d'avoir peur, qu'on doit vraiment oser prendre la parole. Et à ces conditions-là, on voit que les Palestiniens résistent, à nous de faire notre partie du job ici. Et donc, nos livres ils servent à ça, et le manuel stratégique de la Palestine et du Moyen-Orient, il est fondamental pour comprendre d'où vient Israël, que ce n'est pas quelques juifs qui l'ont formé parce qu'ils avaient l'ambiance colonialiste de l'époque, oui, ils l'avaient, mais que derrière eux, c'est tout le colonialisme collectif de l'Europe, d'abord la Grande-Bretagne, ensuite la France, puis les États-Unis, aussi des petits pays comme la Belgique, la Suisse, etc., qui en profitent. Et donc, Israël, c'est un colonialisme collectif. C'est l'ensemble du système impérial qui colonialise, pardon. Et donc, c'est lui qu'il va falloir vaincre. Mais en même temps, c'est une bonne nouvelle, parce que si on nous dit, oui, Netanyahou, personne ne peut l'arrêter, en réalité, ce n'est pas lui qu'il faut arrêter, c'est Washington, Paris, Bruxelles, Londres. C'est eux qui colonisent, c'est eux qui ont fourni les armes, c'est eux qui auraient pu l'arrêter. Et c'est eux qui profitent. Et donc, l'autre aspect de cette discussion, c'est de démystifier ce qui s'est vraiment passé le 7 octobre. Parce que, comme Saïd vient de le dire, ça a été une énorme opération de com et de manipulation de l'opinion publique pour cacher le génocide en préparation et pour le justifier. On a maintenant beaucoup de gens qui disent « oui, Netanyahou, c'est un salaud ». Reste à expliquer que ceux d'avant n'étaient pas de notre nature. Mais surtout, ce qu'ils vous disent, c'est « oui, Netanyahou, c'est un salaud, mais enfin, c'est le Hamas qui a commencé. » Et le 7 octobre, c'est le terrorisme, c'est les bébés décapités, c'est les femmes violées. Et donc, voilà, il faut comprendre, il se venge. Il va trop loin, mais il se venge. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est un mensonge total. Et donc, on doit être capable d'expliquer ça aux gens autour de nous. Parce que je dis que le mensonge sur le 7 octobre sert encore aujourd'hui à justifier le génocide. Et on sait que l'agression va continuer sous d'autres formes, ou bientôt sous les mêmes de nouveau. Et donc, on a un rôle essentiel. Vous avez un président et vous avez un Premier ministre, Barnier, qui ont fait tout le service marketing pour dire Israël a le droit de se défendre. Mais quand on regarde cette carte et qu'on voit en blanc, j'espère que vous pouvez l'apercevoir même au fond, quand on voit cette carte, la Palestine en blanc en 47, avant 47, pardon, en 47 au plan de partage, Israël reçoit 48%, prend beaucoup plus avec la Nakba. En 67, il ne reste que 22% de Palestiniens. En 2010, quelques confettis, et maintenant c'est encore pire. Qui se défend? Qui attaque? Comment Macron, qui vit avec une professeure, ose mentir comme ça et dire le contraire de la vérité? C'est un vrai négationniste. Comment on ose mentir aux gens
Barnier pareil, et tout le grand personnel politique, à l'exception de ceux qui résistent. Et donc, c'est une agression, et dans le livre, vous avez tous les documents que je vais montrer, dans le livre, on voit que les Palestiniens veulent juste récupérer leurs terres, et vous ne le voyez pas dans les détails, mais dans le livre on le voit, tous les événements qui se sont produits là le 7 octobre concernent des 16 villes et villages palestiniens qui ont été détruits par les Israéliens d'abord. Donc on nous dit, les Palestiniens, les terroristes palestiniens viennent agresser, on ne sait pas pourquoi, mais ils veulent juste récupérer la maison dont vous les avez chassés. Et ça c'est fondamental. Et donc, le 7 octobre, quels sont les mensonges? Il y en a 4, et le premier, c'est qu'en fait, c'était une opération militaire. C'est-à-dire qu'autour de Gaza, il y a une quinzaine de bases, et 10 ont été attaquées, et ce sont ces bases-là qui agressaient et tuaient systématiquement depuis des années des femmes et des enfants. Un des sports préférés des snipers palestiniens était de tirer dans les genoux pour faire des invalides et intimider les autres. Ils croyaient que ça marchait. Et donc ces bases-là ont été attaquées, des sites militaires, et on voit ici des soldats faits prisonniers et des soldats chargés de l'espionnage faits prisonniers également et l'installation détruite. Et donc on a en fait eu une opération militaire brillante. C'est pas moi qui le dis, ce sont les chefs d'état-major israéliens et les services de renseignement qui disent une opération préparée depuis longtemps, minutieusement. Chaque combattant avait un plan précis, il savait où aller, comment aller, quoi faire, et ils ont mis en déroute l'armée israélienne là, et donc ils ont tué les soldats qui résistaient, fait prisonnier les autres, on expliquera pourquoi, et ils ont paralysé le système de communication de l'armée, de sorte que l'armée israélienne était en panique. Et des officiers, des pilotes, pardon, d'hélicoptères et d'avions échangeaient des messages entre eux sur WhatsApp pour savoir quels étaient les sites qu'il fallait frapper. Donc l'armée la plus morale et invincible du monde. Et donc, sur les atrocités, on a un phénomène étonnant. Le monde entier sait que Netanyahou est un menteur professionnel, Chirac l'a dit, Sarkozy l'a dit, tout le monde l'a vu, et les médias n'empêchent, recopient systématiquement sa version sur le 7 octobre, avec ici les couvertures de la presse internationale sur les 40 bébés décapités. L'horreur absolue, et ce que les médias ne font pas, c'est vérifier la source. Qui dit ça? C'est un officier dans ce kibbutz de Kfar Assa, David Ben-Sion. Et on ne vérifie pas qui c'est, nous l'avons fait. C'est le directeur adjoint du Conseil des colonies illégales, des 35 colonies illégales dans la Cisjordanie. Sur Internet, il appelle systématiquement à détruire et à tuer les familles, et chaque fois qu'une famille, les femmes et les enfants sont détruits, il dit bravo à l'armée. Il appelle à raser les villages palestiniens qui sont dans le chemin. Donc, ce n'est pas vraiment une référence, d'autant plus que son message est diffusé par I24 News, et il faut vérifier quand même la source. I24 News, c'est la chaîne du milliardaire franco-israélien Patrick Drahi, un des hommes les plus riches de France et d'Israël, grand copain en business de Netanyahou, et qui est habitué à répandre des médias mensonges. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a d'autres journalistes là sur place dans ce kibbutz, il y a toutes des visites guidées, et aucun ne confirme le récit d'I24 News. Aucun. Pourtant, c'est des journalistes de médias occidentaux, ils ne sont absolument pas pro-palestiniens, personne ne confirme. N'empêche que ça circule partout, et ça passe avec le thème « bébé décapité ». Et ce mot-là n'est pas choisi par hasard. Qu'est-ce qu'on veut faire? On veut relayer le thème de Netanyahou, le Hamas, c'est Daesh. Un thème qu'il proclame depuis 2014. Comme Sharon, avant, en 2001, avait dit aux États-Unis, vous avez vos terroristes, et bien nous, c'est les Palestiniens. Donc c'est un thème de propagande connu. Et Netanyahou
et vous avez ici une fresque sur un mur de Tel Aviv, veut marteler ce thème, le Hamas, c'est les terroristes. Ça ne tient pas debout parce que quand Daesh a voulu s'installer à Gaza, ils ont occupé une mosquée, ils ont voulu commencer à faire leur royaume, et le Hamas a réagi très fortement, 28 tués, et donc Netanyahou, il sait tout ça, bien entendu. Et donc, sur cette histoire des bébés décapités, que doit faire un journaliste sérieux comme le sont, n'est-ce pas, TF1, France 2, Le Monde, Libé, BFM TV? Que doit faire un journaliste sérieux? Vérifier? Est-ce que c'est confirmé? Non. Poser des questions, mettre en doute, et tout simplement poser une question logique. 40 bébés décapités, pas 2, 3 ou 5, 40. Bien. Il y a combien d'habitants dans un kibbutz comme celui de Kfar Aza? 700. Vous mettez de côté les hommes, vous mettez de côté les femmes âgées et les enfants, il reste combien de femmes en âge de faire des bébés? Maximum 100. Et on nous dit que 40 femmes de ce kibbutz-là ont donné naissance l'année dernière à un bébé et que tous ont été décapités. Ça ne tient pas debout. Donc, quand un journaliste sérieux voit une info pareille, on vérifie, on met en doute, éventuellement on peut dire un tel dit que, mais on ne peut absolument pas relayer une version aussi absurde. En réalité, il n'y a pas eu de bébé décapité, ni même tué le 7 octobre. Un par accident dans un combat derrière une porte, il n'y en a pas. Et ça, c'est tout simplement sur les sites israéliens qui recensent en détail qui est mort, où, comment, etc. Il n'y en a pas. C'est une invention totale. Deuxième élément, ici vous avez la couverture de Libé. 7 octobre, le viol comme arme de guerre. Et là, on nous a dit, après MeToo, quand les femmes dénoncent, il faut les croire. Sauf que nous avons examiné tous les témoignages qui parlent, qui disent qu'il y a eu des femmes violées. Il y a 19 témoignages, 18 sont des témoignages apportés par des hommes. Et ces hommes nous disent, j'ai vu quelqu'un qui a vu, ou j'ai vu ça, et ce qui est étonnant, c'est qu'au fur et à mesure que ces hommes sont interrogés par différents médias israéliens et occidentaux, dont le New York Times, ils en rajoutent. Il y a de plus en plus de femmes violées, il y a de plus en plus de détails atroces sur les circonstances, et aussi, ce qui est intéressant, c'est que quand un de ces hommes témoins dit « et mon ami un tel était là », ils ne disent pas du tout la même chose et ils se contredisent entre eux. Et donc, ce récit-là, il ne tient pas debout. Et on a, l'exemple vient d'en haut, parce que le New York Times, vous savez que c'est le quotidien le plus prestigieux et le plus recopié, relayé dans le monde occidental, avec des milliers de journalistes, de correspondants et de gens qui travaillent pour le New York Times. Ils ont publié un récit bouleversant sur les viols, à Screams Without Words, des cris sans mots, et ils ont raconté des histoires vraiment bouleversantes. Sauf que, à la une, là, vous avez la famille de Gal Abdouche, une femme qui effectivement est morte d'une grenade dans sa voiture sur le parking du festival, en disant qu'elle a été violée, en donnant énormément de détails. Mais la sœur de cette femme dit non, c'est faux, elle n'a pas été violée. Le frère du mari, qui est aussi mort à cet endroit, dit carrément, les médias ont inventé le viol. Si on avait su ce qu'ils en faisaient, on n'en aurait jamais parlé. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que les journalistes du New York Times ont dénoncé ce reportage de leur propre journal, et les correspondants d'hier aussi, ils ont dit que ça violait toute la déontologie, que c'était plein d'inventions, que ça ne tenait pas debout. Les journalistes. Et ces journalistes-là aussi ont protesté contre leur direction qui leur interdisait d'employer les mots génocide, nettoyage ethnique, apartheid, et qui voulait réserver le mot massacre pour les victimes israéliennes, pas les autres. Une révolte de journalistes dans le plus prestigieux quotidien du monde. Est-ce qu'on en a parlé dans les médias français? Non.
Ça aurait amené les gens à se poser des questions. Tiens, il y a deux versions, il faut faire attention. Même un quotidien qu'on nous dit de qualité, il ment comme ça. Et donc, là aussi, quand on nous dit les femmes ont été violées en masse, il faut se poser des questions. L'opération militaire contre les bases militaires dont je viens de parler, quelle était la condition pour réussir? La vitesse, l'effet de surprise. À 6h30 du matin, le fameux samedi, choisi évidemment pour être un jour de congé, où les bases sont un peu dégarnies, le fameux samedi, 30 brèches dans la clôture et des combattants qui viennent à pied, motocyclette, en ULM, et qui foncent sur les bases militaires pour aller prendre par surprise les soldats. Alors je vais poser une question très cynique et brutale. Vous menez une opération de vie ou de mort, vous devez aller au plus vite à la base militaire et vous allez perdre du temps à violer une femme sur le chemin. C'est n'importe quoi. Ça n'a pas eu lieu. Mon collègue, co-auteur de ce livre, Jean-Pierre Boucher, militant BDS de Toulouse, il a mené une enquête approfondie, il a regardé tous les récits et il n'y a aucun qui tient. Il y a un cas éventuellement où après le 7 octobre, il est possible, peut-être probable, qu'un combattant a violé une femme 2 jours après. Tout le reste ne tient pas debout et les médias peuvent le savoir et le cachent. On continue maintenant à dire le 7 octobre, c'est des femmes violées en masse. Troisième grand média mensonge du 7 octobre, l'idée, et Macron l'a dit dans des discours, tout ça, ils sont produits dans les livres, vous pouvez montrer les images et quand vous voulez discuter avec des gens, vous pouvez montrer les images, on reproduit les citations de Macron, par exemple, sur les actions dans les kibbutz. L'idée, dit Macron, c'est qu'on voulait tuer un maximum de gens parce que juifs. Et donc, on a présenté l'idée du 7 octobre comme un massacre visant à tuer des gens. C'est faux. L'idée n'était pas de les tuer, l'idée était de prendre des otages. Et donc, on le voit sur les images. Ici, une jeune femme paniquée, une mamie qui l'émoigne, une soldate emmenée, une moto qui retourne à Gaza avec un otage. Et donc, pourquoi ils veulent des otages? Parce qu'Israël détient des milliers d'otages. Israël, à ce moment-là, détient 8000 otages dans ses prisons. Un homme sur 4 palestiniens est passé par la prison. Des femmes aussi, et même des enfants. Ça se trouve dans les rapports palestiniens, mais aussi Amnesty, Human Rights Watch, l'ONU, tout le monde le dit, et avec des maltraitances et des viols systématiques, tout est documenté et prouvé. Et donc, les combattants palestiniens veulent en fait échanger les otages. C'est tout à fait différent. Et donc, excusez-moi, et donc, sur ce média mensonge-là, c'est très très important aussi de pouvoir expliquer que on aurait parfaitement pu l'éviter. On aurait, tout ce que les Palestiniens demandaient, c'était un échange. Tout le monde serait rentré à la maison en vie. Et donc pourquoi ça n'est pas arrivé? Ça, c'est la question qui n'est jamais posée dans les médias. Et je signale rapidement que les familles des victimes qu'on voit ici rassemblées dans une réunion, les familles des victimes du festival, ont protesté parce que le gouvernement israélien n'a pas ordonné l'évacuation du festival, alors que, ce qui n'était non plus pas dans nos médias, le festival se déroule pile à côté de la principale base militaire qui encercle et agresse Gaza depuis des années. Alors on nous a dit c'est des jeunes qui veulent aller faire la fête, la musique, décompresser, etc. Ok, vous allez sous le nez des Palestiniens, sur les territoires que vous leur avez volés, faire la fête. C'est un problème quand même de morale. Mais ce qui est intéressant, c'est que, en fait, il y a eu, dans la nuit du 6 au 7, 2 réunions, à minuit et à 3h du matin, avec le top de l'armée et le top des services de renseignement. Il y avait des alertes. Il y avait notamment des soldats chargés de surveiller qui disaient il y a des manœuvres spéciales, particulières, et il faut prendre des précautions. Et on a relevé un peu le niveau d'alerte, mais on n'a absolument pas prévenu les organisateurs du festival.
Et les familles disent, ben, si vous aviez prévenu, tout le monde aurait évacué, il n'y aurait pas eu tous ces morts. Et donc, une autre question qui doit être abordée, c'est est-ce que tous les morts civils qui sont survenus là sont le fait des combattants palestiniens? Une bonne partie, oui, mais pas tous. Et donc, ce qui n'a pas été expliqué dans nos médias français, sauf Libération de façon incomplète et après avec beaucoup de retard, ce qui n'a pas été expliqué, c'est que, tout simplement, regardez, ça c'est l'état d'une maison d'un kibbutz qu'on nous a montré. Et on nous a dit, regardez, la violence des combattants palestiniens qui agressent le kibbutz, avec des trous de plus d'1 mètre dans les maisons. Ici, en voilà encore un, plein de photos comme ça. Et vous avez aussi certainement vu ces centaines de voitures complètement explosées, carbonisées, des trous énormes dans le toit de la voiture, etc. Et on nous dit, voilà, le Hamas. Mais quand on voit une question pareille, la question à se poser, c'est qui l'a fait et avec quelles armes on l'a fait. Or, les armes, on les a vues. Le Hamas a tout filmé et on voit qu'ils ont des mitraillettes. Ici, en ULM, qu'est-ce que vous voulez transporter? Pas de quoi faire des trous comme ça, juste des mitraillettes. Et donc, l'explication, c'est la doctrine Hannibal, qui a été élaborée dans les années 80 par ces 3 officiers israéliens supérieurs. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, quand les Palestiniens prennent des otages, on a un gros problème parce qu'on est obligé d'échanger les prisonniers qu'on ne veut pas libérer. Et ici, vous voyez Gilad Shalit avec son père, enlevé au Liban en 2006, un franco-israélien, et libéré en 2011 contre 1027 prisonniers. Et ça, ce qu'il s'agissait de cacher, c'est qu'Israël refusait de négocier. Si Israël avait négocié, je l'ai dit, il n'y aurait pas eu de problème. Et donc, on a ces dégâts considérables dans les kibbutz, et que c'est Israël qui les a tués, c'est pas les Palestiniens qui le disent, c'est pas moi, c'est carrément des victimes israéliennes qui ont survécu, comme cette femme, Yasmine Porat, interrogée par un journaliste de la radio officielle israélienne, qui demande les terroristes, et donc elle est rescapée de la maison du kibbutz dans laquelle son mari et une douzaine d'autres otages ont été tués en même temps que les preneurs d'otages palestiniens. Le journaliste demande, les terroristes ont tué ton mari et les autres? Non, c'est l'échange de tirs. Est-ce que c'est nos forces qui peuvent les avoir tués? Incontestablement, 2 obus ont été tirés contre la maison par un char, israélien forcément, et c'est à ce moment que tous ont été tués. Par nos forces, incontestablement. Les images, on a été les chercher dans notre enquête, et vous voyez le char qui rentre dans le kibbutz en bas et à droite au moment de la déflagration, et sur les images vidéo, on voit que la maison effectivement est détruite. Il n'y a pas qu'elle qui le dit. Cet vétéran de l'armée, qui est un volontaire de sauvetage et d'évacuation, raconte « J'étais venu pour aider les otages à s'en sortir et les accompagner, et tout d'un coup, je vois un missile qui s'abat sur la maison du kibbutz, et il dit « Je ne comprends pas, un hélicoptère de notre armée qui tire sur un kibbutz israélien, ce sont des choses que vous ne pouvez pas comprendre. » Il dit ça dans une télé israélienne. Donc, 80% des sources de notre bouquin sont israéliennes, hein, j'insiste. Là-bas, ça peut se dire, parce qu'ils ont d'autres discussions, ce qu'il fallait faire ce jour-là, etc., mais ce n'est pas caché. Mais en France, ça ne peut pas se dire. Et donc, on a mené l'enquête, on a analysé les déclarations de tous les officiers supérieurs qui ont fait ce qu'on appelle une visite guidée dans ce kibbutz, et je suis tombé sur un témoignage très intéressant de Golan Vak, qui lui dirige une équipe de recherche et de secours. Donc ce n'est pas un combattant, et il est interviewé le 12 octobre par quelques journalistes, et en fait il fait la visite, il montre des kibbutz, des maisons détruites, et il commence sa déposition par « Dans cette maison, j'ai évacué 8 bébés brûlés ». Bon, c'est le blabla habituel de la propagande à l'époque, il n'y en a pas eu, mais voilà ce qu'il raconte. Mais il y a un journaliste turc, pas occidental, turc, qui pose la question « Pourquoi il y a ces destructions dans les murs là que vous montrez ?» Et Vak commence à répondre « À cause de nos chars ». Et puis il a une longue hésitation.
j'ai regardé la vidéo plusieurs fois, il dit oui, c'est nos chars. Et donc le journaliste fait son boulot et il dit quoi? Les chars ont tiré sur les maisons où il y avait les otages? Et oui, il dit avec un air désolé, oui, oui. Mais pourquoi? Et il répond, parce qu'ils étaient bloqués dans cette maison et nous avions besoin de reconquérir notre colonie, ça n'aurait pas été possible sans les chars. Donc là, il est en train de nous dire que l'armée israélienne a commis un crime de guerre en massacrant sa propre population qu'elle est censée protéger. Et ça ne passe pas dans les médias français, alors que ça jette un éclairage tout à fait différent. Et donc, voilà les médias mensonges, il y en a d'autres dans le bouquin, mais je m'en suis tenu à l'essentiel. Opération militaire, brillante, réussie. Bébé décapité, fake news. Femme violée, fake news. Preneur d'otages, oui, mais vous cachez pourquoi et qui a commencé. Si les gens savaient ça, ils auraient une toute autre opinion sur le 7 octobre et sur ce que Netanyahou a fait et sur ce que Trump veut faire. Je le dis, et ça m'a coûté, dès la seule interview que j'ai eue avec un sioniste épouvantable d'ailleurs sur une chaîne privée française, je l'ai dit, le 7 octobre, c'est un acte de résistance par rapport à ce qui est fait depuis des dizaines d'années. Qu'il y ait eu dans cet acte des actes qu'on peut qualifier de crimes de guerre, c'est possible. Je rappelle que Sinwar avait dit, nous, on accepte une enquête internationale, Israël non. C'est possible, il faudrait le vérifier avec une enquête qui n'a pas lieu. Et donc, de toute façon, ça ne change pas la nature de ça ne changerait pas la nature de cette opération. Et donc, c'est pour ça qu'on a lancé l'opération Gaza Vérité, à laquelle vous pouvez participer, en vous inscrivant, par exemple, à l'adresse qui est là en bas, ou en me le communiquant, parce que je pense que même maintenant, il est important de résister à la propagande et à la désinformation, et même maintenant, il est important de rétablir la vérité sur ce qui s'est passé dans cette journée-là. Comme je l'ai dit, c'était vraiment une action de résistance et en déformant la réalité de cette journée historique, nos médias justifient le génocide de Netanyahou et de tout l'appareil israélien. Ça, c'est très très important. Et je pense que des opérations juridiques et des plaintes sont nécessaires contre les complices de génocide, et là aussi. Et dans le livre, vous avez toute une série de journalistes qui sont présentés, télévisés et autres, avec leurs discours, avec leurs images, et je pense qu'il est encore aujourd'hui important de les interpeller et de le faire savoir. Parce que ça va recommencer, et parce que si on ne les montre pas, si on ne les dénonce pas, si on ne fait pas tout pour les punir et les sanctionner, ça va recommencer, et il y aura énormément de victimes encore. Je voudrais conclure en insistant sur ceci. La bataille de l'info, comme je l'ai dit, elle a besoin d'une véritable armée de citoyens militants, de citoyens qui font le travail, parce que, comme je l'ai dit, vous seuls pouvez apporter ça au public qui n'est pas ici. Vous seuls pouvez faire basculer l'opinion. C'est un travail, c'est pas facile. Et donc justement, c'est pour ça qu'Investigation publie ces livres. Nous avons le manuel stratégique, nous avons le 7 octobre. Malheureusement, il n'a pas été possible d'apporter, comme nous le faisons d'habitude, une série d'autres livres qui existent, comme les 100 pires citations d'Israël, où nous donnons la parole à des dirigeants, ces stratèges sionistes, depuis le début, Herzl, Ben Gurion, toutes les tendances politiques d'ailleurs, et toutes les époques, hein, il n'y a pas que Netanyahou, il ne faut pas en faire une exception, c'est une continuité. Et là, dans ce livre, dans ce petit livre, ils disent les crimes qu'ils ont commis et qu'ils vont commettre, et ils expliquent pourquoi. Et donc, on ne peut pas vous accuser d'être antisémite, c'est carrément les dirigeants sionistes qui le disent. Alors,